Fin de la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation samedi au CICB. Une douzaine d'interventions ont été enregistrées et ont permis au public d'appréhender le caractère violent du conflit qui se déroule dans notre pays, avec comme conséquence la martyrisation des femmes et des enfants, victimes principales de tous les conflits. Tombouctou fut le point d'attraction de plusieurs explorateurs européens dès le XIVe siècle. La ville, objet de convoitise des puissances européennes, soit par la domination, soit par l'infiltration des intellectuels, a connu une dizaine d'explorateurs qui y ont séjourné pour satisfaire leur curiosité. Ils étaient écossais, français, allemands, anglais. Qu'est-ce qui les a poussés à aller à la découverte d'une ville aussi isolée? Et Attendina s'est intéressé à la question. La chronique culture et société de ce soir s'intéresse à l'inscription du site de Dakana à Bourem dans la région de Gao comme patrimoine culturel. Dakana est reconnu d'intérêt historique, architectural et culturel. Comment est-il alors inscrit et quels sont les avantages de l'inscription des biens culturels comme patrimoine de l'État? Des interrogations auxquelles Alpha Maïga tente de répondre. L'invité de ce dimanche est le professeur Ousmane Faye, dermatologue, directeur général de l'hôpital de dermatologie, qui viendra nous parler de la tenue de la journée de l'albinisme ce lundi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation et bonsoir à vous également. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a donc tenu sa 5e audience publique samedi au CICB. Une douzaine d'interventions ont été enregistrées et ont permis au public d'appréhender le caractère violent du conflit qui se déroule dans notre pays avec comme conséquence la martyrisation des femmes et des enfants, principales victimes de tous les conflits. Alousseni Touré. L'émotion était à son comble au moment des récits des victimes. La salle a retenu son souffle le temps de ces dépositions rythmées quelquefois par la voix du président de la CVJR. Il donnait la parole, appréciait les récits et relançait les victimes au besoin. Principale caractéristique de ces audiences, toutes les femmes sont violées et violentées. Elles sont également stigmatisées et rejetées par leurs familles, aussi bien biologiques que d'alliance. Certaines ont perdu la raison, mais toutes ont presque perdu tout espoir. Quant aux jeunes enfants, ils sont soit enrôlés de force dans ces groupes armés, soit victimes collatérales des combats qui ont souvent cours dans leur environnement immédiat. C'est le cas, par exemple, de ce jeune garçon amputé d'une jambe et qui, malgré tout, rêve de rejouer un jour au football sa passion. À chacun de ces récits recueillis dans l'anonymat total et dans une obscurité voulue par les organisateurs pour protéger les victimes, on pouvait nettement percevoir des sanglots qui échappaient aux auditeurs de la salle. Selon le président de la CVJR, ces 12 personnes représentent un très faible échantillon des centaines, voire des milliers de victimes de cette crise. Il n'a pas manqué de louer le courage des victimes, lequel leur a permis de venir témoigner pour l'histoire. Le gouvernement, la société, le secteur privé et toutes les bonnes volontés ont été sollicités pour aider les victimes à se reconstruire. C'est d'ailleurs là le premier objectif de cet exercice public. La CVJR invite l'ensemble de nos concitoyens à œuvrer ensemble autour des victimes et de leurs familles pour les soutenir et les accompagner afin de faciliter leur reconstruction. Cette journée n'aurait pas été possible sans le concours précieux de divers acteurs que je tiens ici à remercier très chaleureusement. Je salue les associations de victimes ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme pour leur engagement constant aux côtés de la CVJR. Je renouvelle ici notre gratitude au gouvernement et à l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien. Permettez-moi de remercier très chaleureusement la presse nationale et internationale qui a toujours accompagné la CVJR. Cette 5e audience a tenu toutes ses promesses, en ce qu'elle a permis de se faire une idée de la barbarie que vivent les populations, en particulier les femmes et les enfants qui n'ont rien demandé pour que la colère des hommes s'abatte sur eux. Il reste à envisager un suivi des différents cas afin que justice soit faite
justice étant le point de départ de la réconciliation. En marche donc du lancement de la 5e audience publique de la CVJR, le Premier ministre a fait un clin d'œil aux sages-femmes qui poursuivent leurs travaux au CICB dans le cadre de la célébration de leur journée lancée vendredi. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les femmes qui lui ont réitéré leur accompagnement. Le Premier ministre a félicité les sages-femmes qui ont un rôle inestimable dans la pyramide sanitaire. Visite du Premier ministre donc aux sages-femmes qui célébraient leur journée. C'était donc au CICB une journée lancée vendredi dernier. Le Haut Conseil islamique du Mali, dans sa démarche de réglementer la gestion des mosquées et la modernisation du prêche dans notre pays, organise une journée nationale de réflexion sur le document élaboré sur la problématique. Cette dernière étape du processus regroupe tous les organes et associations islamiques du pays, membres du Haut Conseil islamique, pour apprécier et apporter, si nécessaire, des modifications sur certains aspects du document avant qu'il ne soit finalisé. Aridou Matina. Le processus de réglementation des prêches ainsi que la gestion des mosquées au Mali est entré dans sa phase décisive à travers cette journée nationale d'échange. Le présent rassemblement enregistre plus de 200 personnes représentant les organes nationaux et régionaux du Haut Conseil islamique du Mali, des imams, des associations islamiques et des leaders religieux. Les participants à cette rencontre nationale vont examiner et apporteront, si nécessaire, des amendements aux documents élaborés par la commission mise en place par le Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation du prêche. C'est un document produit au sein du Haut Conseil islamique avec une commission élargie à la Ligue des imams du Mali pour avoir le plus grand large consensus possible sur les propositions qui vont vous être faites ce matin, pour avoir un document qui va servir de point de départ à la régulation des prêches et à la bonne gestion des mosquées. La gestion des mosquées dans notre pays était devenue un véritable phénomène, compromettant dangereusement la paix et la cohésion sociale. C'est ainsi que la structure fêtière de la religion musulmane au Mali, avec l'accompagnement des autorités, a décidé de prendre à bras le corps la problématique. a tɛ se ka to ta an bɛ faamaw fo ye an b'a fɔ Hashimi ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ko an bɛ dugawu k'aw ye o tuma na an bɛ min ɲini a ka bonya bɛɛ b'a la a ye taa lase au conseil a ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a k'a lajɛ wajuli bɛ kɛ cogo di ka sɔrɔ dɔ ma dɔ dɔgɔya juma bɛ seli cogo di ka sɔrɔ dɔ ma dɔ neni misiriw bɛ se ka bila sira jumɛn kan ni alimami tɛ taa kaso la baari tɛ taa misiri kɔnɔ. Je voudrais juste rappeler qu'au-delà de son importance pour la société, cette activité me va droit au cœur, car elle fait partie des missions qui m'ont été assignées par les plus hautes autorités du pays. L'élaboration et le contrôle de l'application des règles relatives à l'exercice de la liberté religieuse et du culte, à l'enseignement des religions et du culte, aux prêches et à la création et au fonctionnement des établissements religieux, des missions et congrégations, des édifices de culte et des associations confessionnelles. Au sortir de cette journée nationale d'échange, les différents types de mosquées seront définis. Le problème de désignation de l'imam ainsi que ses adjoints selon le type de mosquée sera clarifié. Il sera aussi question de préciser la place et le rôle du comité de gestion dans la mosquée. Veiller à ce que le prêche s'exerce dans un cadre qui respecte les fondements de l'islam et ses différentes sensibilités, et convenir d'un mécanisme de résolution des conflits dans la mosquée et de suivi des prêches afin de circonscrire les dérives dans la transmission du message de l'islam. Clôture des journées de réflexion et de soutien à la transition initiées par les membres du CNJ Mali. Ces journées avaient pour objectif d'outiller les jeunes sur leur rôle dans la réussite de la transition. Saloum Konaté.
Les enjeux sécuritaires dans le contexte de la transition, le rôle de la jeunesse dans la réussite de la transition sont entre autres thématiques abordées lors de ces journées de réflexion. À travers ces journées, le CNJ Mali montre sa détermination à jouer un rôle capital dans la réussite de la transition. Des recommandations issues de ces journées d'échange ont été remises au ministre de la Jeunesse. Ces journées portant sur la contribution de la jeunesse pour la réussite du processus de refondation de la nation, engagé par les plus hautes autorités, traduit parfaitement l'engagement des jeunes à la réussite pleine et entière de la transition en cours. Si les objectifs essentiels de ces journées étaient de créer un cadre d'échange entre les jeunes en vue de leur pleine participation au processus, d'outiller les jeunes sur leur rôle dans la réussite de la transition, de tenir mobiliser les jeunes maliens en vue de leur présence sur tous les chantiers, de rappeler les actions posées par le président de la transition et le gouvernement de transition en faveur de la jeunesse, de produire un document de contribution de la jeunesse pour une transition réussie. On peut donc affirmer qu'elles ont été tenues toutes leurs promesses avec leurs efforts de mobilisation et aussi la qualité des conclusions et recommandations faites. Ces journées représentent en grande partie tout l'engagement décidé par la jeunesse à l'endroit de la transition et de ses acteurs. Nous souhaitons que ces recommandations qui ont été formulées soient acheminées. Le seul message qui vaille pour la jeunesse malienne, c'est le message de la mobilisation. Au ministre de conclure que les conclusions et recommandations seront transmises aux plus hautes autorités pour toute fin utile. Visite du ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche, Youbaba, à Kassela, dans la coopérative Ala, une ferme moderne dans la promotion de la pisciculture que le ministre délégué a inaugurée. Commentaire Valentin Roger Diallo. Dans une dynamique de mieux booster le sous-secteur de l'élevage et de la pêche, le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche s'est rendu à Kassela pour l'inauguration de l'écloserie de la ferme piscicole de la coopérative Ala. Bâtie sur une superficie de 4 hectares et réalisée à plus de 6 millions de francs CFA, la ferme Hala de Kassela est composée d'une écloserie d'une capacité de 60 000 alevins. Elle comporte également des bassins de production de poissons, d'un système hydraulique solaire moderne et d'un hectare pour la culture maraîchère. Nous les félicitons pour tous les résultats atteints. Nous sommes fiers de venir. Ce sont des Maliens qui se sont unis ici pour faire cette écloserie qui est moderne et qui est vraiment à cycle fermé. Et nous pensons que nous pouvons vraiment compter sur les efforts des uns et des autres pour démultiplier ces actions réussies, ces projets structurants pour le développement de notre pays et pour atteindre la sécurité alimentaire. À travers ce projet structurant, la coopérative Ala entend créer une dizaine d'emplois directs et une cinquantaine en temps partiel. Ceci pour mieux répondre aux besoins de production. Avec la production des alevins, c'est vraiment un grand défi parce que le Mali entier en a besoin. Toute la jeunesse au chômage aujourd'hui en train de se convertir dans la pisciculture. Donc quand on a une écloserie pour leur permettre d'avoir des poissons, c'est déjà une bonne chose pour le pays. La ferme Hala de Kassela a bénéficié de l'accompagnement technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers le projet Djegani Djaba, la BICIM et les techniciens des services régionaux du département du développement rural. Cela dans l'idée de promouvoir davantage la filière piscicole au Mali. La situation sociopolitique du Mali et du Burkina Faso était au cœur de la 6e Assemblée générale des médiateurs de la République des pays membres de l'UEMOA qui s'est ouverte à Ouagadougou mardi dernier. Une rencontre qui a pris fin par un appel à la CEDEAO et à l'UEMOA pour une levée des sanctions contre le Mali et le Burkina Faso. Bokar Bablé Touré. Au centre de cette 6e Assemblée générale des médiateurs de la République des pays membres de l'espace UEMOA, la situation sociopolitique du Mali et du Burkina Faso. Sur la question, un accent particulier a été mis sur la levée des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre les deux pays. L'une des recommandations formulées à l'issue de cette 6e Assemblée générale des médiateurs de la République. Nous pensons que c'est une des décisions, une des sanctions les plus, permettez le mot, tout à fait inutiles, inhumaines qui soient. Parce que nos espaces communautaires, du moins nos institutions communautaires, sont, ne serait-ce que pour le cas de la CEDEAO, sont d'abord
dirigés vers les peuples. Leur vision, c'est la protection, le bien-être, la satisfaction des besoins de nos peuples. Aujourd'hui, devant une telle sanction où on manque de tout, depuis l'alimentaire, c'est pratiquement des atteintes aux droits de l'homme. C'est pour ça que nous nous sommes sentis fortes d'appeler de lever incessamment de ces sanctions. Auparavant, la délégation avait été reçue par le président du Faso. Occasion pour la présidente de l'organisation de remercier le chef de l'État burkinabé pour son engagement pour la bonne tenue de cette 6e Assemblée générale des médiateurs de la République des pays membres de l'espace UEMOA. L'ACEP, l'association des éditeurs de presse privée au Mali, a un nouveau président. Il s'agit de Ousmane Daou, élu par 119 voix contre 99 pour son adversaire du jour. Cette assemblée générale extraordinaire de l'association fait suite à la démission de son ancien président, Bassidiki Touré. Reportage de Mamadou Fane. L'ACEP, l'association des éditeurs de presse privée, traverse une zone de turbulence depuis la démission de son président Bassidiki Touré. C'est dans ce contexte que se tient son assemblée générale extraordinaire pour mettre en place un nouveau bureau. Dans son intervention, le président d'honneur Sadou Yattara a demandé au patron de presse à être un exemple de sagesse, de cohésion sociale et de solidarité. Après, c'est au tour du président intérimaire de présenter le bilan des activités menées par le bureau sortant. Vient ensuite la mise en place d'une commission d'investiture qui procéda à la vérification des mandats, puis intervient le vote à bulletin secret. À l'issue de ce vote, Ousmane Daou a été élu nouveau président de l'ACEP. Les principes démocratiques ont prévalu. Ce mandat, je le place sous le signe du rassemblement, afin de converger vers la prise en charge des préoccupations des éditeurs de presse privés. Le premier défi auquel nous proposons de nous attaquer est de doter notre organisation de textes dignes de son rang. L'ACEP met ainsi fin à cette mini-crise qui a secoué l'organisation. Le challenger du président élu a reconnu les résultats de cette élection et s'engage à accompagner le nouveau bureau pour l'intérêt de toute la corporation. La région de San a désormais son équipe de station régionale ORTM. C'est le gouverneur de la région de San et le maire qui ont accueilli la délégation conduite par Baba Nadio, conseiller technique au département chargé de la communication. Cette action émane de la volonté des autorités de la transition d'accélérer l'opérationnalisation de nouvelles régions. Trissa Kone. Un kit de reportage complet, un banc de montage et un ordinateur portable Mac, un téléviseur Smart, 2 disques durs externes, un enregistreur numérique, des micros et plusieurs autres accessoires. Voilà entre autres matériels de production audiovisuelle pour la mise en route de la station régionale ORTM de San. Les autorités du Mali ont décidé de doter la nouvelle région de San en matériel audiovisuel, dont le premier élément que je vous remets, c'est la nouvelle caméra d'une génération toute récente et d'une marque de qualité supérieure. Cet acquis est accompagné du personnel pour la couverture des désormais activités de la région, un ouf de soulagement pour les autorités politiques et administratives de San. Nous sommes rassurés que maintenant, on est plus proche des populations. Des fois, on avait beaucoup de difficultés de faire médiatiser nos actions. Donc on était obligé de faire recours à Ségou ou bien Bamako pour que nos actions puissent être vraiment vues par l'ensemble des populations maliennes et surtout la population de San. Nous remercions le président de la transition, le Premier ministre. Nous remercions aussi le ministre de la Communication et celui de l'administration territoriale qui ont tout mis en œuvre pour que la région de San puisse être opérationnelle à ce niveau. Cette bonne nouvelle pour la région de San arrive au moment où les activités du Sankémon démarrent ce mardi 14 juin 2022. 9 morts et 8 blessés, c'est le triste bilan d'une attaque perpétrée samedi au poste de contrôle PK11 de Koutchala aux environs de 18h30 par des individus armés non identifiés. Le gouverneur de la région, le général Abdoulaye Cissé, est allé remonter ce dimanche le moral des agents au PK11, présenter ses condoléances aux parents des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés hospitalisés au CSRF de Koutchala. Pour plus de détails, nous écoutons le général Abdoulaye Cissé au micro de Brahima Kone. Le poste a été attaqué hier par des assaillants non identifiés. Donc tout est en ordre pour qu'on puisse les retrouver
et pour que ce crime ne reste pas impuni. Après le PK11, bien sûr, on a en même temps prodigué des conseils à ceux-là qui sont encore de garde là-bas, qui redoublent de vigilance. Le conseil que je donne d'abord à la population, c'est de nous aider à appréhender ceux-là qui sont venus avec de mauvaises intentions. Ce n'est pas contre les forces de défense et de sécurité seulement, parce que quand vous voyez déjà le bilan qui fait état de 9 morts, 2 porteurs d'uniforme, 2 douaniers. Donc vous voyez déjà le reste, 7 autres victimes sont des civils. Et en même temps, tous les autres blessés par balle sont des civils. Donc il est bon que cette population prenne conscience qu'il faudra qu'on aide l'armée, qu'on aide les forces de sécurité et de défense. Et tout de suite là où on est au CCRF pour en même temps voir et remonter le moral des blessés et constater les décès. Et nous prions pour le repos de leur âme et que vraiment Dieu nous garde, Dieu nous éloigne davantage de ces éléments néfastes qui n'ont rien dans la tête que détruire ce qui a été bien fait. Sinon, qu'est-ce qui se passe à Koutiala aujourd'hui? Il n'y a aucun problème à Koutiala. Koutiala doit être tranquille, doit rester tranquille. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires auprès des plus hautes autorités pour que Koutiala soit davantage sécurisé. Près de 15 associations combinent leurs forces pour soutenir la transition au Mali. Elles viennent de créer le Forsat civil, c'est-à-dire la Fédération des organisations regroupement de soutien aux actions de la transition. Le nouveau regroupement appelle à l'union sacrée pour garantir la réussite de la transition. Batraoré. Hommage aux soldats tombés au front suivi de l'hymne national du Mali. Ce sont là des signaux forts pour la Forsat civile, Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition. Le mouvement, qui regroupe près d'une quinzaine d'associations membres, lance ses activités à Bamako avec des idéaux précis. Nous nous proposons comme mission essentielle le soutien à la stabilité du Mali à travers des plaidoyers, des médiations entre les partisans des anciens et actuels dirigeants du pays, la volonté de constituer le point indispensable entre divers acteurs politiques et décideurs qui ont un moment ou à un autre eu la charge de diriger ce pays si cher à notre cœur à tous. La situation socio-politique actuelle du Mali a été longuement évoquée par les responsables de la Forsat civile qui appellent à l'union sacrée. Le Mali aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de l'union de toutes les filles et de tous les fils de la nation. Nous devons nous mobiliser et resserrer les rangs derrière les autorités et les institutions de l'État pour faire face aux nombreuses difficultés qui assaignent notre peuple. Pour ce faire, la Forsat civile s'engage à pérenniser l'esprit de la volonté populaire exprimée. Un protocole d'accord de partenariat sera prochainement signé entre les différents membres de la Forsat civile, ce qui facilitera l'unité d'action, espèrent les responsables du mouvement. Sortie ce jeudi de la 14e promotion du système LMD de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. La promotion compte 100 étudiants et est baptisée promotion professeur Issa Ndiaye, ancien ministre. Souleymane Sidibé. Ils sont une centaine d'étudiants à recevoir leur diplôme. Il s'agit de la 14e promotion de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Elle porte désormais le nom du professeur Issa Ndiaye, un grand commis de l'État. Je dis d'abord que ça a été un parcours long, mais un parcours qui a été achevé. Et c'est un motif, n'est-ce pas, de satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de plusieurs problèmes, on n'arrive pas à achever, n'est-ce pas, les cycles. Et vous voyez, il y a des causes même externes liées, n'est-ce pas, à la Covid. Merci à nos professeurs pour la qualité de leurs enseignements. Merci à l'administration pour sa disponibilité. Merci au professeur Issa Ndiaye pour avoir accepté que notre promotion porte son nom. Quant aux parrains et la marraine de la promotion, ils prodiguent des conseils. Il me charge de vous dire qu'au-delà de ce que vous avez appris et au-delà du diplôme, le travail de la personne instruite est de continuer à se construire et à se reconstruire pour devenir Donibra. Devenez des personnes savantes. Soyez au service, oui, de vos intérêts, de votre cause, mais aussi de l'ensemble de la communauté malienne. Avoir un diplôme est une très bonne chose, certes, mais je leur conseille tout d'abord de poursuivre les études parce qu'ils sont au niveau licence, qui est beaucoup,
et aussi de prospecter le marché du travail, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur diplôme et sans leur diplôme, ils peuvent se reconvertir. Nous avons beaucoup de potentialités dans ce pays, nous avons beaucoup d'opportunités que je demande aux jeunes de saisir et de servir d'exemple surtout à leurs petits frères, à leurs cadets qui vont les suivre dans la formation. La promotion Issa Ndiaye est composée uniquement des détenteurs de licences répartis entre la sociologie, la philosophie, la psychologie et l'anthropologie. Nous recevons comme invité ce dimanche le professeur Ousmane Faye, dermatologue, directeur général de l'hôpital de dermatologie, venu nous parler de la tenue ce lundi de la journée de l'albinisme. Professeur, bonsoir. Bonsoir. La journée internationale de l'albinisme est donc célébrée ce lundi au Mali. Quelle est la thématique et quel regard vous portez sur cette couche? Merci beaucoup. La journée internationale de l'albinisme est célébrée tous les ans depuis 2015, le 13 juin. Au Mali, nous souhaitons placer le ministère de la Santé et du Développement Social à travers son bras armé qui est l'hôpital de dermatologie de Bamako, placer cette journée sur le signe de la prise en charge holistique des personnes atteintes d'albinisme. Ça veut dire, en d'autres termes, offrir aux personnes atteintes d'albinisme tous les soins dont ils peuvent avoir besoin dès lors qu'ils entrent à l'hôpital de dermatologie. Alors, professeur, au niveau de votre structure, vous enregistrez des consultations. Combien d'albinos y vont et quels sont les types de pathologies dont ils souffrent? Depuis plusieurs années, l'hôpital de dermatologie prend en charge les personnes atteintes d'albinisme avec le soutien de l'État et nos partenaires sociaux qui sont les associations. À l'heure actuelle, nous avons un peu moins de 1000 personnes atteintes d'albinisme, enfants, adultes qui sont suivis régulièrement et qui viennent en consultation dermatologique 2 fois par semaine à l'hôpital de dermatologie de Bamako. En plus également, ces personnes bénéficient d'un soutien psychologique et également ils bénéficient de pommades de protection solaire qui les aident à prévenir les cancers cutanés. Les pathologies qu'ils rencontrent la plupart du temps, c'est des états précancéreux au plan dermatologique. Les états précancéreux constituent des lésions qui, s'ils ne sont pas prises en charge précocement et traitées, vont évoluer inexorablement vers la survenue des cancers cutanés qui, en général, ne font pas mal. C'est des lésions cutanées qui vont se présenter comme des plaies sur la peau et au fil du temps vont grossir et devenir des tumeurs de grande taille inopérables et qui vont foudroyer, emporter le malade avant l'âge de 40 ans en général. Malheureusement. Alors la plupart de ces personnes atteintes d'albinisme souffrent, vous l'avez dit, de cancer de la peau. Comment se fait leur prise en charge? À l'hôpital de dermatologie, nous avons mis en place plusieurs mécanismes de prise en charge. D'abord, à travers les consultations thématiques. Une consultation thématique, c'est une consultation qui est dédiée uniquement aux personnes atteintes d'albinisme. Tous les mardis et tous les jeudis, ces personnes-là viennent et sont prises en charge par un dermatologue dédié à cette activité. Ces dermatologues les reçoivent, ils examinent leur peau, toutes les lésions précancéreuses sont détectées et traitées immédiatement par le moyen. En plus également, au cours de la consultation, sont prodigués des conseils, un soutien psychologique et des conseils pour éviter de s'exposer au soleil. Parce que véritablement, cette anomalie qu'ils ont, qui sont mal protégés contre le soleil, font qu'ils sont sujets à ces cancers cutanés. Et plus que cela, nous les conseillons également de faire des consultations ophtalmologiques, parce que l'albinisme, ce n'est pas seulement la peau, mais c'est aussi une atteinte ophtalmologique avec une déficience visuelle est très marquée qui fait que la plupart des sujets vont abandonner l'école à bas âge. En plus également, nous les offrons des pommades de protection solaire qu'ils vont mettre sur la peau lorsqu'ils sortent sous le soleil pour diminuer, pour éviter l'effet des rayons solaires sur la peau. Alors professeur, aujourd'hui, y a-t-il une politique nationale de prise en charge des albinos? Oui. Le ministère de la Santé et du Développement Social, à travers l'hôpital de dermatologie de Bamako, a mis en place toute une politique qui fait partie de son plan de transformation. Et cette politique-là s'articule autour de la prise en charge holistique, comme je l'ai dit tantôt, qui comporte non seulement la prise en charge dermatologique, la prise en charge ophtalmologique et également le soutien psychologique. Avec l'Institut d'ophtalmologie tropicale de Bamako, nous allons mutualiser les moyens, profiter de la complémentarité entre les hôpitaux pour monter une unité qui est déjà prête d'ophtalmologie qui va prodiguer des soins, au moins des soins préliminaires à ces personnes atteintes d'albinisme et par la suite les personnes qui nécessiteront des examens plus poussés seront orientées vers l'Institut d'ophtalmologie tropicale pour bénéficier de soins plus avancés.
À notre niveau, la prise en charge sera holistique. Très bientôt, en plus de la peau, ils pourront avoir un accès à des consultations ophtalmologiques et corriger les problèmes de vision pour qu'ils puissent être mieux éduqués et pour accéder à des études supérieures parce qu'ils ont finalement, ils peuvent occuper tous les emplois et que les personnes considérées comme normales peuvent aussi occuper. Alors, professeur, le gouvernement a fait des efforts dans la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme en les enregistrant à l'ANAM. Alors, cela est-il suffisant? Oui, bien sûr, cela n'est pas suffisant parce qu'en plus des soins que l'État prodigue aux personnes atteintes d'albinisme, il faut un soutien psychologique continu. Malheureusement, encore, on continue de voir dans nos pays, pas seulement à l'échelle de l'Afrique, les albinos qui sont l'objet d'agressions, de discriminations vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis également de l'accès au mariage, et ils continuent de subir des agressions où on peut voir des personnes amputées, et pas seulement au Mali. Et donc, il y a tout un travail à faire, en plus, qui ne nécessite pas seulement des soins, mais également un effort de la communauté pour sensibiliser ces personnes-là qui continuent de considérer les corps des albinos comme des objets de sacrifice et que cela s'arrête définitivement pour que ces personnes-là puissent avoir droit, accès à toute la société comme nous. Merci professeur. Je rappelle donc que vous êtes dermatologue, directeur général de l'hôpital de dermatologie et que vous étiez là avec nous pour nous parler de la tenue ce lundi de la journée internationale de l'albinisme. Voilà, on va parler santé toujours avec le point Covid de ce dimanche. C'est les services de santé donc ont réalisé ce dimanche 12 juin. 508 tests, on dénombre 3 cas positifs, 0 guéris et 0 décès. Tombouctou fut le point d'attraction de plusieurs explorateurs européens dès le XIVe siècle. La ville, objet de convoitise des puissances européennes, soit par la domination, soit par l'infiltration des intellectuels, a connu une dizaine d'explorateurs qui ont séjourné pour satisfaire leur curiosité. Ils étaient écossais, français, allemands, anglais. Mais qu'est-ce qui les a poussés à aller à la découverte d'une ville aussi isolée? Et Atandina s'est intéressé à la question. Le nom de Tombouctou a apparu pour la première fois sur la cartographie catalane au début du XIVe siècle. Il y a eu le récit des grands voyageurs qui ont visité l'Empire du Mali et qui ont fait cas de l'empereur Kankou Moussa, qui a d'énormes richesses. Ce dernier a fait de Tombouctou sa principale ville culturelle avec des savants, des universités et des mosquées. Le passage de l'homme a attisé la curiosité des Européens pour qui l'Afrique était un continent vierge. Cette curiosité européenne n'a cessé de grandir et dans l'absolu, Tombouctou est devenu une fixation et il fallait le découvrir. C'est ainsi qu'une dizaine d'explorateurs tentent cette aventure. Succès pour certains, échec pour d'autres. Dès le XIVe siècle, il y a eu un intérêt de plus en plus affirmé des Européens pour Tombouctou et rapidement, c'est devenu une quête, un désir qu'il fallait assouvir. Il fallait être le premier à pénétrer à Tombouctou. Donc on a eu des explorateurs italiens, espagnols, écossais. La grande rivalité en Europe entre l'empire colonial français et l'empire colonial anglais se faisait voir dès là. Donc, et les premiers explorateurs ont commencé à venir ici. Certains sont morts en cours de route, d'autres sont arrivés, ne sont jamais repartis. Et finalement, donc, le premier qui a pu venir à Tombouctou, repartir avec des souvenirs précis, ça a été René Caillé. La plupart de ces explorateurs ont séjourné dans des habitations privées, situées dans la Médina ou vieille ville. De nos jours, ces maisons bénéficient d'une attention particulière des autorités maliennes à travers la mission culturelle et ses partenaires. La Médina elle-même est classée sur la liste du patrimoine national à cause du paysage architectural, à cause de son architecture très originale. C'est donc des sites classés sur la liste du patrimoine national et qu'on envisage de classer sur la liste du patrimoine mondial. Donc les maisons des explorateurs, elles appartiennent à des particuliers, mais elles bénéficient d'une attention particulière. Si Tombouctou a été l'objet d'une convoitise des intellectuels, néanmoins certains ont voulu la dominer par la force.
La bataille de Urumaira garde les stigmates de l'officier français Ob et 14 de ses compagnons tués pendant la résistance touareg. Le 14 décembre 1893, Boiteux est rentré seul à Tombouctou. Et le 28, 5 jours après, son ami croyait son camarade en danger. Donc, avec ses 15 laptos, ils ont marché sur Tombouctou. Lorsque Ob est arrivé ici, qui était très boisé, et ici c'était la convoitise des Touaregs, les Touaregs sont sortis d'un peu partout et ils l'ont attaqué avec ses 15 laptos. Et l'histoire dit même que lorsqu'ils ont tué Ob, les laptos se sont jetés sur son corps et on les a également achevés. Tombouctou ne cessera de surprendre ses nombreux visiteurs. Cette ville fascinante, mythique et mystérieuse ne se raconte pas. Elle se vit, selon Abitol. La chronique Culture et Société de ce soir s'intéresse à l'inscription du site de Dakana à Bourem dans la région de Gao comme patrimoine culturel. Dakana est reconnu d'intérêt historique, architectural et culturel. Comment est-il alors inscrit et quels sont les avantages de l'inscription des biens culturels comme patrimoine de l'État? Des interrogations auxquelles Alpha Maïga tente de répondre. Dakana est une île située à Bourem dans la région de Gao, fondée par Mustafa Abdurrahman, descendant de l'empereur Askia Mohamed. Dakana est un territoire partagé par plusieurs communautés en symbiose. L'île de Dakana, c'est pas le nom n'est pas Dakana, mais c'est une île qui est dans la zone géographique de Dakana, dans le terroir que Dakana a occupé. Qui a tout un ensemble d'éléments culturels de cette zone qui ont été abandonnés et qui étaient des éléments importants, qui sont à l'origine de la cohésion sociale que nous avons. Je veux parler des liens qu'il y avait entre ces personnes-là et les Ulémédènes, par exemple, des liens qu'il y avait entre ces personnes et les Kunta, qui sont des liens très forts, qui ont contribué à faire qu'un endroit comme Bourem, on a tendance à penser qu'on ne sait pas si Bourem est Sonreg ou Tamashek. Dakana est un vestige significatif, un témoignage éloquent de la grandeur, de la puissance et de la richesse de l'Empire Songhai. La tradition orale décrit Dakana comme un havre de paix. Aujourd'hui, ce acte posé par les autorités nationales valorise Dakana. Dakana, devenu patrimoine, regagne toute sa place dans l'histoire culturelle du Mali. Bâti sur des valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale, les autorités ont vu juste. Ici, ce sont des leçons de vie, une trajectoire de tradition orale locale où les riverains et habitants partagent des champs et des récoltes en toute harmonie. Ces valeurs ont d'ailleurs longtemps épargné Dakana pendant des siècles du pillage et des razzias. Pour perpétuer la mémoire de Dakana et préserver ces sites historiques, Dakana a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel national, compte tenu de ses valeurs à la fois historiques, archéologiques, culturelles et spirituelles. Les activités culturelles qu'on retrouve à Dakana, c'était des artisans de Dakana avec de l'argile qui ont fait des objets extraordinaires, y compris une personne humaine. Et cela a été exposé. Il y a aussi le tissage. Il y a également toute la fabrique des cases, des nattes et ce qu'on appelle les gatals, qui constituent des literies traditionnelles qui aujourd'hui ont disparu, mais qui se faisaient là, qui ne se faisaient pas ailleurs. Vous partez au musée de Bamako, vous allez voir les literies qui sont d'origine de cette zone-là. Par cette décision des autorités nationales, les projecteurs sont désormais tournés sur cette île. Une île qui incarne la diversité, la paix et l'entente. L'île de Dakana est une terre de tradition. Cette décision est une mesure juridique qui protège Dakana contre toute forme de dégradation, de pillage, de trafic illicite, de transformation, de modification. Ainsi, le site historique de Dakana, inscrit au patrimoine culturel, prouve qu'il y a un foyer de partage et des liens sociaux qui émergent de ces cendres. Ici, sur Alwadou Hondo, la dune de la fatalité,
à Kalani. Autrement dit, personne si ce n'est toi. On parle sport à présent avec Abdul Karim Kaba, présent en studio. Kaba, bonsoir. Bonsoir, Amara Diallo. Enfin, hier à Sikasso du championnat national d'athlétisme couplé à la réunion d'athlétisme du Kénédougou. Le stade Bamemba Traoré à Sikasso a abrité vendredi et samedi dernier la 41e édition des championnats nationaux d'athlétisme 2022. Une édition couplée à la réunion d'athlétisme du Kénédougou. C'est une compétition qui a vu la participation de meilleurs athlètes du pays. À ce rendez-vous du Kénédougou, les champions ont presque tenu leur rang. La surprise est venue du javelot homme Oumouktar Djigui, champion du Mali ces 10 dernières années, a été coiffé au poteau par le jeune Mohamed Maïga du Tata de Sikasso. Il a reçu un jet de 54-8. Il faut dire que la compétition a été très belle à Sikasso. L'événement s'est réuni plusieurs personnalités autour du chef de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso. Et on parle basketball à présent avec la Fédération malienne de basket qui a pris donc des sanctions contre certains clubs. C'est là en sanctionnant les fauteurs de troubles. En tout, 12 joueurs, 6 pour l'AS Mandé, autant chez les Scorpions de l'ASL de Bamako. Ils seront suspendus de 6 matchs. Quant aux deux clubs, chacun est amendé d'1 million de francs CFA. En effet, les faits remontent à la 6e journée du championnat national de première division. Lors de cette journée, il y a eu un incident entre les deux formations. C'était au 4e quart-temps et à 4 minutes 19 secondes de la fin. Et l'AS Mandé menait par 82-70. La Fédération malienne de basketball a donc statué sur les dossiers lors de sa réunion ordinaire du mardi 7 juin dernier. Et c'est tout? C'est ce qu'il fallait retenir. Merci Abdul Karim Kaba. On va parler littérature à présent. Une nouvelle publication de plus donc dans les librairies. L'ouvrage s'intitule Championnat de tricherie. Son auteur est Isiaka Sidibé. Cette pièce de théâtre se veut une contribution à la reconstruction citoyenne de l'élève malien. Un livre à lire absolument. Et ce numéro spécial de Afrique émergente a consacré à l'an 1 du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le magazine Afrique émergente, dans cette publication, nous fait revivre un pan de la culture sanoise à travers la fête annuelle de la région, le 5e, dont la 622e édition aura lieu cette semaine. Un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure à 21h dans nos programmes. Le Premier ministre face à la presse pour une journée d'information sur les actions du gouvernement depuis la rectification de la transition. C'est dans un format inédit de l'émission Malikoura Tassira à suivre sur l'ensemble des réseaux synchronisés de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous.